Bonjour Véronique, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. On a voulu chez On Suzanne faire une série thématique sur la justice et les violences sexuelles parce que malgré le fait qu'on en parle pas mal aujourd'hui dans les journaux, à la télévision, c'est difficile parfois de recontextualiser, de prendre un peu de recul, de comprendre aussi le vocabulaire qui touche les violences sexuelles, d'avoir des informations claires. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de discuter avec une sociologue qui a travaillé sur le sujet. Donc toi, tu es sociologue, tu as écrit un livre sur le viol qui s'appelle Le viol, que fait la justice. Oui, j'en ai écrit deux en fait. Ouais, Le plus récent, c'est celui-ci. oui, Ouais. voilà, en 2019, le Ouais, deuxième, ouais. dont j'ai pas le nom, Alors le deuxième, c'est Viol, que fait la justice. Et le premier, c'est le viol aux assises, analyse sociologique d'un crime, Ok, qui est d'accord. paru en 2011 à la Documentation française. Ok, Voilà. que je connais pas celui-là. Mais du coup, si je t'accueille aujourd'hui, c'est pour avoir un petit peu de recontextualisation et pour t'interroger sur justement les origines un petit peu des violences sexuelles et surtout pourquoi aujourd'hui l'institution est telle qu'elle est et pourquoi les victimes aujourd'hui sont aussi insatisfaites des peines qui sont obtenues, de la procédure judiciaire et globalement ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que société, pour un petit peu changer les choses. Vaste programme. Et j'aimerais bien qu'on commence historiquement, les violences sexuelles, elles ont été condamnées assez tardivement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, c'est toujours compliqué de faire de l'histoire parce qu'on ne sait jamais à quelle époque en fait, du passé on doit remonter. Est-ce qu'on parle d'il y a 20 ans, d'il y a un siècle, d'il y a 500 ans? Donc, les historiens, ce que je ne suis pas, sont toujours un peu pointilleux là-dessus. Ils ont bien raison d'ailleurs parce que c'est vaste et c'est vague de parler du passé. Alors, néanmoins, disons que pendant longtemps, et quand je dis pendant longtemps, c'est au moins jusqu'à la fin du 18e, allez, on va dire deuxième moitié du 19e et réellement 20e siècle. Voilà, les choses se sont faites progressivement. Pendant longtemps, on n'a pas réellement considéré que les violences sexuelles étaient des violences, en fait. On peut le dire comme ça, voilà. Les actes étaient les mêmes, les gestes étaient les mêmes, les comportements étaient les mêmes, ce que nous faisons entrer dans la catégorie violence sexuelle, mais ce n'était pas considéré comme des actes graves. Alors, il y a plein de raisons à ça. Sans doute parce que nous vivions dans ces époques reculées, dans des sociétés plus rudes que la nôtre. Et je pense que le rapport au corps, le rapport à la douleur, à la souffrance, à la mort, à la blessure, n'étaient pas du tout ceux qu'ils sont aujourd'hui. Donc des actes qui, nous, aujourd'hui, nous apparaissent comme éminemment violents, voire que nous estimons comme étant parmi les plus violents qu'on puisse commettre, en l'occurrence les violences sexuelles et le viol singulièrement, n'apparaissaient pas forcément comme des actes si graves dans le passé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que néanmoins, les violences sexuelles ont toujours été condamnées par la loi, par les différents textes de loi qui existaient. Mais entre le texte de loi ou les textes de loi et leur mise en œuvre effective, ce qui est encore vrai aujourd'hui, du reste, on en parlera, je pense, il peut y avoir un gouffre et un fossé. Et souvent, ces violences sexuelles, lorsqu'elles étaient avérées violences sexuelles, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de débat d'une certaine façon, relevaient davantage de la logique de l'honneur et de la dette. C'est-à-dire qu'elles étaient moins perçues, ou plus rarement en tout cas, perçues comme des atteintes faites au corps d'une personne, à son intimité, à sa dignité, à sa personnalité, etc., qu'une atteinte à l'honneur des familles, principalement. Des pères, des maris, des maîtres, des propriétaires lorsqu'il s'agissait d'esclaves, etc. Et du coup, la tendance était davantage à essayer de réparer cette dette qui courait, comme on en trouve témoignage aussi dans plein d'autres cultures, en ethnologie et en anthropologie.
Et donc, pour ceux qu'on connaît en tout cas, un paquet d'affaires dites violences sexuelles, enfin que nous on appellerait violences sexuelles, en fait faisaient l'objet d'arrangements infrajudiciaires, à côté du Et judiciaire. entre les hommes, du Entre coup, les hommes. puisque Entre les hommes. la question, c'est l'honneur, c'est réparer mon honneur, mais pas réparer la personne qui est victime, puisque en fait, finalement, c'est le père, le frère, le mari C'est ça. qui est victime. C'est ça. Mais je pense en fait que la notion de victime, ça paraît étrange de dire ça comme ça, mais elle est assez récente dans nos économies morales, dans notre système pénal, et encore, elle n'est pas bien présente dans le système pénal, on en reparlera sans doute. Mais tu as raison, c'est considéré comme une atteinte à l'honneur, effectivement, des pères, des maris, des frères, des possesseurs, d'une certaine façon. Alors, il faut aussi replacer ça dans un contexte légal de l'époque, qui est que de toute façon, les femmes et les enfants, qui sont les premières victimes des violences sexuelles, qui l'ont toujours été et qui le sont aujourd'hui encore, de toute façon étaient considérés comme des êtres inférieurs légalement aux hommes. Il n'y avait pas de personnalité juridique à proprement parler. Non, il n'y avait surtout pas d'égalité. Ouais. Ni entre les hommes et les femmes, on le sait, ni a fortiori entre les adultes et les enfants. Donc de toute façon, si règlement il devait y avoir, si résolution de litige, entre guillemets, il devait y avoir, ça ne pouvait se faire qu'entre ceux qui avaient le pouvoir, d'une certaine façon. Donc les hommes, pères, époux, et souvent dans une logique de dette, en particulier quand les violences sexuelles avaient lieu, étaient commises sur des jeunes femmes pubères ou en âge de se marier, elles perdaient de leur valeur sur le marché matrimonial, donc on pouvait exiger éventuellement réparation financière de la part de l'agresseur. Si la jeune fille ou la femme était enceinte des œuvres, comme on disait, de celui qui l'avait agressée, on pouvait exiger un mariage. Enfin, il y a plein de différents cas de figure comme ça. Mais la justice, pour terminer par elle, qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui dans son organisation, était très peu saisie, sauf dans les cas vraiment les plus rares. Dans les cas où ces violences sexuelles s'accompagnaient, soit étaient commises sur des personnes très vulnérables, des enfants, des petits-enfants, soit étaient accompagnées de violences physiques très dures, d'actes de torture, voire suivies de mort. Là, on pouvait aller saisir la justice. Alors, on voit bien que du coup, ça a évolué entre-temps. Les lois et notre rapport à la violence. Aujourd'hui, il y a une condamnation quand même sociale assez forte des violences sexuelles. Mais comment ça se fait? Quelles sont les raisons qui expliquent qu'il y a si peu de condamnations pénales? Alors, ça, c'est toute la question de la façon dont la justice pénale se saisit de ces affaires de violences sexuelles. Elle est, en fait, je pense qu'on méconnaît grandement la justice. Elle n'a pas du tout pour vocation à être, comment la qualifier, une chambre de consolation ou une procédure ou un processus d'accompagnement ou de prise en charge des victimes. Qu'on n'appelle d'ailleurs pas victimes en logique pénale, on les appelle plaignantes ou plaignants. Ouais. Ce n'est pas du tout sa vocation. Sa vocation, c'est d'identifier s'il y a une infraction, de rechercher et d'interpeller l'auteur, de voir s'il avait bien l'intention de commettre l'acte qu'il a commis et d'apporter une réponse à l'acte qu'il a commis. Cette réponse pouvant aller jusqu'à un jugement en fonction du type d'infraction, etc., etc. La plaignante et le plaignant dans cet ensemble procédural n'est qu'un élément parmi d'autres, et parfois un élément mineur, sauf dans les cas où les victimes se constituent partie civile. Mais sinon, la justice pénale n'est absolument pas faite pour la victime. Par ailleurs, elle est soumise, contrainte, on va dire, par des règles, des lois, des codes, des normes, des procédures elles-mêmes, et peut-être des aussi, et des us et coutumes, si je puis dire, qui font qu'elle doit pratiquer les choses, les mettre en œuvre d'une certaine façon. Il y a des principes de la justice pénale, le principe d'équité ou d'impartialité, le principe du contradictoire, la présomption d'innocence, l'intime conviction, tout autant de choses qui ne sont absolument pas mises au service des victimes, qui n'ont pas vocation à être mises au service des victimes. Donc, au fond, c'est comme si on exigeait de la justice pénale des choses qu'elle ne peut pas donner, qu'elle n'a pas vocation à donner. Mais du coup, si on part du principe que ce rôle de la justice n'est pas d'accompagner les victimes,
on se retrouve face à une justice qui classe quand même beaucoup, sans suite, les procédures pour violences sexuelles qui sont intentées par des victimes ou par des procureurs. C'est quoi les raisons principales? Qu'est-ce qui... Alors, effectivement, quand on regarde, et ça ce sont les chiffres du ministère de la Justice lui-même, quand on regarde ce qu'il en est du destin, entre guillemets, du destin pénal des affaires de violences sexuelles, une fois qu'elles sont entrées dans la chaîne pénale, c'est-à-dire une toute petite minorité d'entre elles, Oui, en voilà, plus, c'est ça. on observe que plus des 2 tiers d'entre elles sont classées par les parquets. Et sur le tiers restant, en gros à peu près, hein, un tiers va finir, je parle des viols, hein, un tiers va terminer devant un tribunal correctionnel, un tiers va faire l'objet d'un non-lieu, ce qui correspond en gros à un classement après une instruction, et un tiers finira aux assises. Donc effectivement, la justice pénale juge très peu les affaires de viol. Alors, à cela, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut tout de même préciser peut-être dès le départ que la justice pénale, de toute façon, juge peu, quelles que soient les affaires. C'est-à-dire que ce n'est pas là une spécificité des violences sexuelles. Quand on regarde ce que la justice fait des centaines de milliers d'affaires qui lui sont confiées chaque année, par exemple, dans la grande majorité des cas, très grande majorité des cas, elle ne juge pas. Elle dispose d'une palette de réponses, comme elle les appelle, pénales, qui se situent à différents stades dans la chaîne pénale, notamment beaucoup et de plus en plus au niveau du procureur, le stade du parquet, de sorte qu'elle va en fait très rarement jusqu'au jugement. Donc si on revient aux violences sexuelles, ce n'est pas une exception, ce n'est pas une anomalie au regard de l'ensemble du champ infractionnel. Alors en revanche, effectivement, ça peut faire hurler en disant mais c'est quoi cette justice qui ne juge pas? En fait, la justice ne juge pas parce que la justice juge peu. Alors quand on regarde maintenant de façon un peu plus précise ce qu'il en est de ces fameuses affaires classées, ça a notamment été l'objet de mon dernier livre sur les viols, on s'aperçoit que le motif le plus souvent invoqué, utilisé par les procureurs, par le parquet, c'est un motif qui s'appelle infraction insuffisamment caractérisée. Alors c'est une espèce de grosse besace, de grande besace, un fourre-tout en fait, dans lequel on trouve plusieurs possibilités, plusieurs cas de figure, et il faut aller mettre le nez dans les dossiers en fait pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Alors ce qu'on a trouvé, nous, avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on a trouvé tout un ensemble d'affaires dans lesquelles la justice estime qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments, elle en a trop peu, ou trop volatile, trop flou, pas assez solide ou consistant, pour se permettre de continuer, en fait, et a fortiori de poursuivre l'auteur. Alors l'exemple typique qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers, c'est un viol, par exemple, qui a eu lieu lors d'une soirée très arrosée, voire accompagnée de la prise de produits stupéfiants, où la victime, la plaignante, se souvient à peine de ce qui s'est passé, les témoins étaient complètement éméchés aussi, on n'est pas sûr de retrouver le lieu. Bref, la justice le dit d'ailleurs elle-même, hein, on peut lire parfois ça dans des dossiers classés où clairement le procureur dit mais en fait on n'a rien. On n'a même pas de point de départ en fait pour eux. Alors ça ne veut pas dire que la justice dit ce viol n'a pas eu lieu ou mademoiselle ou monsieur ment, pas du tout. Elle dit je n'ai pas les moyens, enfin, la base suffisamment consistante pour pouvoir commencer à exercer mes investigations. Ça c'est un premier cas de figure. Le deuxième, il y en a 3 hein, qu'on a repérés. Le deuxième, c'est pour des affaires très très anciennes et ou impliquant, c'est un paradoxe d'ailleurs, de très jeunes enfants. Je dis que c'est un paradoxe parce qu'en fait, en plus, pénalement ou légalement, le fait quand la victime a moins de 15 ans, c'est une circonstance aggravante. Idem d'ailleurs quand la victime est sous l'emprise de l'alcool. C'est aussi une circonstance aggravante. Et paradoxalement, donc dans ce deuxième cas de figure, les faits sont tellement anciens, je rappelle que les délais de prescription pour des victimes mineures, c'est 30 ans hein, après la majorité, 20 ans pour les victimes majeures. Donc la justice peut être saisie d'affaires qui datent de 10, 20, 30, parfois même 40 ans en fait pour des mineurs. Et plus le temps s'est écoulé, plus les éléments de preuve sont inexistants, ce qui fait que là encore, elle va dire, mais en fait, on n'a rien. On n'a que des souvenirs. Les protagonistes sont peut-être décédés. La mémoire est un instrument d'une très faible fiabilité. Ou alors des très petits enfants qui n'arrivent pas à dire, tout simplement, qui n'ont pas les mots, parce qu'on leur demande des mots, même s'ils peuvent avoir des manifestations très, très virulentes de ce qu'ils ont subi.
Et du coup, on est là encore sur une base trop poreuse, trop inconsistante pour que la justice démarre des investigations. Et enfin, le troisième cas de figure, le plus troublant, au fond, ce sont des affaires dans lesquelles ce sont les plaignantes ou les plaignants qui se retirent de la procédure ou qui se désistent de la procédure. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à un moment, pour des raisons parfois qu'il nous faut deviner, parce que ce n'est pas indiqué dans les dossiers, veulent arrêter. Y compris d'ailleurs si ce sont des personnes qui ont elles-mêmes enclenché la procédure en portant plainte. Et on trouve notamment pas mal de ces affaires dans un cadre conjugal. Et c'est extrêmement intéressant pour nous qui analysons ces affaires de violences sexuelles, parce que, au fond, c'est comme si ces plaignantes, ces victimes, c'est quasiment que des femmes d'ailleurs, avaient le sentiment que le fait de porter plainte venait clore quelque chose. Alors que la plainte, en langage pénal, est le démarrage de quelque chose. Si on traduit, si on essaye de traduire ce qu'elles veulent dire, elles disent en gros « je suis allée jusqu'à saisir la justice, maintenant c'est bon, je peux m'arrêter là ». Et notamment dans un cadre conjugal. Ça peut être une sorte d'alerte donnée au conjoint violeur ou violent. Ça peut être aussi des femmes qui ne veulent pas que leur mari ou leur conjoint ou leur copain ou leur flirt ou leur amant aille en prison, qui ne veulent pas que leurs enfants le sachent, qui ne veulent pas qu'ils partent en prison parce que c'est lui qui ramène le plus gros salaire et que la famille risque de se trouver en difficulté. Ou qui trouvent ça trop dur. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi que, en fait, il y a une espèce de double peine qui n'est pas voulue, hein, mais quand on est victime, c'est quand même très dur, la procédure pénale. C'est quand même un véritable combat à nouveau. Et est-ce qu'il n'y a pas un abandon, justement, face à cette difficulté et face à une justice qui, parfois, on la trouve trop dure ou pas assez... Elle est brutale. La justice est brutale. Alors, ça ne veut pas dire que les magistrats ou les acteurs de la chaîne pénale sont brutaux en tant que personne et en tant qu'individu. Ils peuvent au contraire, y compris les forces de police ou de gendarmerie, peuvent être au contraire très dans l'aménité, dans la compassion. Mais la justice, dès lors qu'elle a démarré, parfois elle peut être lente à démarrer, peut être un véritable rouleau compresseur. Elle est brutale, effectivement. Et longue. Et longue. Elle est... Les actes qu'elle pose sont brutaux. Devoir redire une fois, 2 fois, 3 fois, parfois 5 à 10 fois éventuellement ce qu'on a vécu, donc être replongé dans la victimation, dans le traumatisme, devoir être confronté à son agresseur alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est surtout de ne plus le voir parce qu'on fait des cauchemars à cause de lui. Devoir être parfois ou souvent contredit dans sa parole par la parole de l'autre, éventuellement par la parole d'un témoin ou la parole d'un expert, et au final se voir peut-être débouté de sa demande en n'étant pas considéré comme victime parce que l'auteur n'est pas considéré comme coupable, c'est brutal. Oui. C'est incontestablement brutal. Et tu as raison, peut-être que des victimes anticipent d'une certaine façon cette brutalité à venir, ce parcours du combattant, comme on l'appelle souvent, cette course d'obstacles, et finalement préfèrent renoncer à une démarche dont elles ont le sentiment qu'elle va leur procurer peut-être plus de mal que de bien. Ce serait d'ailleurs une des raisons qui expliquerait le si faible taux de plainte aujourd'hui encore. Et le doute profite toujours à l'accusé. Ouais, et le doute profite toujours à l'accusé. Mais c'est vrai que c'est une drôle de bouillabaisse quand il pense à cette condition. Mais c'est pour ça que, pour moi, il y a aussi cet intérêt à s'interroger sur, finalement, c'est quoi nos représentations sociales encore aujourd'hui ? Parce que dans cette intime conviction, malgré tout le professionnalisme qu'on peut avoir, si on est rempli de stéréotypes sur les femmes et sur la société. Sur les femmes, sur la sexualité, sur les rapports de domination, c'est sûr. Ça va jouer. Mais oui, parce qu'au fond, ce sont des hommes et des femmes qui rendent la justice. Oui. Et qui peuvent avoir leur propre ressenti, leur propre vécu et leur propre représentation. Et on a souvent l'erreur, on fait souvent l'erreur de penser que parce que c'est une femme, elle n'aura pas une vision stéréotypée. Mais les femmes ont des préjugés et vivent aussi dans une société patriarcale. Donc elles sont empreintes de stéréotypes et de préjugés comme les hommes. Ouais. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que je me souviens dans certains travaux déjà un peu anciens, à un moment il était dit
lorsque la magistrature était encore un corps éminemment masculin. Certaines de mes collègues des années, je sais pas, 70, 80, peut-être 90, disaient, bah, voilà, on a affaire à une institution patriarcale, sexiste, dans la mesure où elle est éminemment masculine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que c'est une profession qui s'est largement féminisée. Alors même si les femmes ne sont pas encore toutes au poste de commande, on a quand même des femmes juges d'instruction, on a des femmes présidentes d'audience, que ce soit en cour d'assises ou en correctionnel, et on s'aperçoit que ça n'a pas changé d'un iota les décisions en matière de jugement. Donc effectivement, soit ça veut dire qu'elles sont comme les hommes soumises à des contraintes et à un cadre de procédure pénale qu'elles sont obligées de respecter, et la dimension du genre n'y ajoute rien, soit, et tu as parfaitement raison de le dire, qu'elles pâtissent aussi de stéréotypes genrés, et que c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles en ont une conscience plus aiguë que des hommes. Ouais, ça c'est très vrai. Je trouve que c'est important qu'on revienne là-dessus. Il y a ce sujet qui est spécifique aux violences sexuelles, de la collecte des preuves, et qui va être difficile, notamment sur certains cas. Et tu parlais de soirées alcoolisées, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres quand pas les faits sont prescrits, mais quand les faits datent d'il y a longtemps, et on l'a vu dans l'actualité tout récemment, mais même ces dernières années, lorsque ça fait 10, 12, 15 ans, bah, c'est extrêmement compliqué d'arriver à prouver quelque chose. Et donc, il y a toute une problématique de collecte des preuves pour les victimes. Oui, enfin, effectivement, la justice a besoin d'éléments probatoires, comme elle les appelle, sachant que tout peut faire preuve, hein, aussi bien des propos que des traces matérielles, le fait d'avoir trouvé des produits chimiques, tout. Tout peut faire preuve dès lors que dans l'intime conviction des magistrats ou des acteurs de la chaîne pénale, c'est quelque chose de probant. Tout peut faire preuve, y compris donc les aveux d'un auteur ou les déclarations d'une plaignante ou d'un plaignant. En revanche, les preuves matérielles sont très rares, tout simplement. Et sans parler des preuves scientifiques. On aimerait d'une certaine... Enfin, on aimerait, avec 150 000 guillemets, effectivement, retrouver toujours le couteau qui a servi à l'agresseur pour menacer la victime, ou le produit, la substance qui a été introduite dans le verre de jus d'orange ou d'alcool par l'agresseur contre sa victime. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas. Tout simplement, il n'y a pas. Est-ce que tu pourrais me définir l'intime conviction rapidement? Alors, en fait, l'intime conviction, le code de procédure pénale, puisqu'au fond, les acteurs de la chaîne pénale, les magistrats, sont cadrés, contraints par un code qui s'appelle le code de procédure pénale, n'ont pas à rendre compte des éléments de preuve ou de certitude dont ils vont se munir, au fond, pour établir qu'à leurs yeux, cette personne est coupable ou n'est pas coupable. La seule chose qu'on leur demande, c'est de se fabriquer une intime conviction, c'est-à-dire avec les différents éléments, alors les auditions, ce qu'on leur a dit, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont voir, tous les éléments que l'enquête va pouvoir ramasser, quel que soit leur degré de certitude, d'incertitude, de véracité, de fiabilité, etc. Ils vont en fait se fabriquer, il n'y a pas d'autre terme, une opinion. Une conviction, c'est un peu plus fort qu'une opinion. Une opinion, ça peut être un peu superficiel comme ça. Conviction, c'est quelque chose qui est un peu plus travaillé, qu'ils vont tester. Et éventuellement, ils vont demander d'autres actes d'enquête. D'ailleurs, je pense à des juges d'instruction ou des procureurs pour venir travailler encore cet aspect-là. Et au bout d'un moment, il va quand même bien falloir arrêter quelque chose et prendre une décision. Et cette décision, elle va se prendre. En fait, c'est une personne, effectivement, qui va la prendre, ou un groupe lorsqu'il s'agit d'un jury ou d'une cour. Mais ça peut être une seule personne pour un procureur, par exemple, ou pour un juge des libertés et de la détention, ou pour un juge d'instruction, qui, en son fort intérieur, en fait, ce qui peut paraître assez troublant d'une certaine façon, va estimer qu'il y a lieu de poursuivre ou il n'y a pas lieu de poursuivre, ou que cette personne est coupable ou qu'elle n'est pas coupable. C'est ça l'intime conviction. C'est une sorte de bouillabaisse, comme ça, si je puis dire. Alors, on pourrait dire c'est complètement irrationnel. Je pense que ça doit être un mixte entre des choses d'ordre très rationnel, des preuves, effectivement, des éléments matériels, des éléments scientifiques, mais peut-être y a-t-il aussi, dans cette intime conviction, des représentations,
des opinions, des fantasmes, des rejets, des dégoûts, des émotions, une sorte de mélange comme ça de choses voilà, qui font que ce magistrat, ce juge ou cette juge va estimer telle ou telle chose relativement à cette affaire. Les violences sexuelles, il y en a bien sûr qui peuvent être commis dans des espaces publics ou sur la voie publique, mais enfin vraiment ils sont rarissimes, se déroulent en général dans des domiciles, domicile de l'auteur, domicile de la victime, qu'il n'y a pas besoin dans la grande majorité des cas que l'agresseur, l'abuseur sexuel ou le violeur ajoute de la violence physique à la violence sexuelle qu'il commet. Il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, la loi précise bien que ça peut être par contrainte, menace, surprise ou violence. Alors la violence physique, d'une certaine façon, c'est la plus simple. C'est la plus simple dès lors que les affaires sont récentes et que la victime... C'est la plus simple à prouver, effectivement, dès lors qu'il ne s'est pas écoulé trop de temps entre les faits et le moment où la victime va se rendre, va se déplacer dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Mais la contrainte, la menace, la surprise, ce sont parfois des choses extrêmement évanescentes. On le sait. On a maintenant de multiples témoignages qui montrent qu'il n'y a besoin d'aucune force supplémentaire, en fait. Dans tous les cas d'emprise que l'on connaît, lorsqu'il y a une différence d'âge importante entre l'agresseur et sa victime, dans toutes les situations de domination, où il vient s'immiscer un rapport de pouvoir, une mainmise. Et au fond, on pourrait presque dire que tous nos rapports sociaux sont truffés de rapports de pouvoir, de domination et de mainmise. Il n'y a que dans le monde des bisounours qu'on est sur des rapports sociaux d'une stricte égalité. Donc les agresseurs, dans la majorité des cas, n'ont pas besoin de violenter physiquement leurs victimes. Parfois, n'ont même pas besoin de menacer leurs victimes. Je pense bien sûr à tous les cas d'inceste, mais même dans les cas de viol par un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui a une autorité quelconque, fût-elle symbolique d'ailleurs sur la victime. Or, tous ces éléments-là de contrainte au fond et de contrainte morale, comment les objectiver? Elle est là notre difficulté, puisque par définition, elles ne sont pas objectivées dans leur expression même par l'agresseur. Mais est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas aussi un souci qui est plutôt sociologique et qui ressort dans la justice, et ça c'est vraiment une question ouverte, de notion de bonne victime qui objective pas, qui est subjective, mais qui va à l'encontre de ce que pourrait dire la victime. Dans le sens où souvent on s'attend d'une victime qu'elle ait été violentée, qu'elle se soit battue pour sa vie, entre guillemets, alors que non, c'est très rarement le cas. Et comme on attend du criminel, du violeur, qu'il ait cette personnalité sournoise et c'est pas notre voisin de palier ultra sympa qui nous aide à porter les courses. Et est-ce qu'il n'y a pas cette problématique-là? Oui, voilà, je pense que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que une des problématiques majeures de ces violences sexuelles, c'est que ce sont au fond des violences très ordinaires, commises par des gens très ordinaires sur des personnes on ne peut plus ordinaires. Les violences sexuelles, comme toutes les violences interpersonnelles, d'ailleurs, sont des violences de proximité qui sévissent dans tous les milieux sociaux. On a pu montrer que dans la majorité des cas, les auteurs ne sont absolument pas atteints d'une pathologie mentale, ni même de troubles psychologiques. Gisèle Halimi, à la fois avocate et féministe, disait que le violeur était un bon époux, bon travailleur, bon citoyen, bon père de famille, bon tout ce qu'on veut, quoi. Autrement dit, un homme ordinaire, effectivement. Idem pour les victimes. Les victimes sont toutes les femmes, ou tous les enfants, quelques hommes aussi ou quelques garçons mineurs, bien sûr, de tous les milieux sociaux, sans profil particulier. On est vraiment dans... Alors, ce n'est pas un crime ordinaire dans le sens où il est répandu dans le quotidien de la vie ordinaire des gens, mais il touche au fond des personnes qui sont tout à fait ordinaires, voilà, qui ne se démarquent pas par des signes spécifiques qui montreraient d'ailleurs, on ne sait pas trop quoi, d'une monstruosité particulière ou d'une vulnérabilité particulière chez les victimes. Donc effectivement, idéalement, la justice, je crois que c'est aussi Gisèle Halimi qui disait au moment du procès d'Aix-en-Provence, là, en 1978, en fait, à cette époque en tout cas, je pense que les choses ont changé quand même. Elle disait en fait pour la justice pénale, une bonne victime de viol est une victime morte. Parce qu'on a là au moins la preuve qu'elle s'est débattue. Je pense qu'on a quand même bougé là-dessus. Je pense que les magistrats, les forces de police, un peu tout le monde, mais notamment les acteurs de la chaîne pénale, puisque c'est d'eux dont on parle,
sont maintenant conscients que ce n'est pas parce qu'une victime n'a pas hurlé, n'a pas griffé, ne s'est pas défendue becs et ongles contre son agresseur, qu'elle a consenti à l'acte sexuel. Je pense qu'on a quand même soulevé le voile de l'opacité de la question du consentement, la question de la sidération, la question de la dissociation psychique, et que, moi je fais pas mal de formations à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, auprès de magistrats, et je vois quand même l'évolution au fil des années et en fonction des générations. On voit des jeunes magistrats et des jeunes magistrates, notamment, parce que ça s'est fortement féminisé, qui ont bien conscience maintenant et qui n'attendent plus, comment dirais-je, des victimes qu'elles prouvent qu'elles ont résisté. Voilà. Je pense qu'on a maintenant conscientisé, même si ça demandera encore du travail, qu'on peut être en fait tétanisé, on peut être dans la nécessité de se dissocier, on peut donner le sentiment de consentir alors que toutes les fibres de notre corps hurlent qu'on ne veut pas, on peut faire silence sans vouloir. Enfin voilà, on commence vraiment à travailler cette question du consentement. Et du coup, cette image de la bonne et de la mauvaise victime se brouille. En revanche, et je termine là-dessus, il ne faut pas oublier que si l'affaire va jusqu'au jugement, a fortiori si elle va jusqu'au jugement, la justice pénale, c'est aussi un théâtre. C'est aussi des décors, des costumes, d'une certaine façon, des rôles, des fonctions, des jeux d'acteurs, et qu'il est clair en revanche que la façon dont va se comporter la victime, comme du reste la façon dont va se comporter le mis en cause, le mis en examen ou l'accusé, l'auteur, donc, peut jouer énormément dans la tenue des débats et dans la fabrication de l'intime conviction des magistrats. Ça, c'est indéniable. Mais c'est aussi vrai de l'auteur présumé que de la victime, de la plaignante ou du plaignant. Et là, il y aurait sans doute des choses encore à améliorer dans les représentations qu'on peut avoir de ce que tu appelles la bonne victime. Il y a d'ailleurs, et on le sait parfaitement, des avocats de la défense qui sont un peu rétifs à aller jusqu'au jugement parce qu'ils ne sont pas sûrs que la victime va faire bonne impression, en fonction de la vie qu'elle peut avoir, de la personnalité qui émane d'elle, de sa capacité à s'exprimer, dans la mesure, a fortiori bien sûr dans un procès d'assises où tout se fait à l'oral, on imagine l'importance. Mais c'est horrible de se dire ça. C'est affreux. C'est horrible de se dire que parce qu'on s'exprime mal, parce qu'on a moins de souvenirs, parce qu'on a une vie plus libre et une liberté sexuelle qui devrait être celle de tout le monde, on a moins de chance. Alors, là aussi, je pense que c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Ce serait intéressant de voir ce que vont produire et comment vont agir les cours criminelles départementales de ce point de vue. Alors, il y a un grand débat sur assises, pas assises, jury, pas jury. Donc les cours criminelles départementales, c'est des cours criminels mais sans jury populaire, uniquement entre la cour est constituée uniquement de magistrats. Ça a été généralisé il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près. Et on sait qu'elles sont notamment saisies en majorité d'affaires de viol. Dans la plupart des cas, ce sont des affaires de viol. Je pense que la question de la présentation de la victime, sa vie, sa façon d'être, jouera malheureusement toujours un rôle, mais qu'on va peut-être apprendre à s'en défier, à s'en méfier. On va peut-être apprendre aussi, à travers ce genre de films, à travers les travaux que l'on mène, les formations, les échanges, que c'est pas parce que une femme a la vie qu'elle veut avoir, d'ailleurs sur le plan sexuel, sur le plan des mœurs, sur le plan affectif, qu'elle voulait être violée. On va bouger là-dessus. Ça va prendre du temps. Ouais. Ça va prendre du temps. Mais on commence à bouger. Je pense qu'on commence à bouger. Enfin, j'ai envie de le voir comme ça, quoi. Et est-ce que ce qui est possible de voir comme avancée dans la justice, tu le vois aussi dans la police? Parce qu'en fait, la grosse problématique aussi, c'est que ce sont les premiers interlocuteurs et interlocutrices d'une victime, ce sont les policiers. Et on sait aujourd'hui que quand même, il y a encore beaucoup de stéréotypes et beaucoup de non-assistance de femmes, notamment qui sont en détresse. Et quand on voit tous les féminicides qui ont lieu, il y en a justement qui ont fait plus parler parce qu'il y avait des femmes qui avaient
ou porté plainte avant ou qui s'étaient inquiétés auprès de policiers. Est-ce que ça bouge quand même un peu ou... C'est difficile, c'est difficile de porter un regard général en fait sur tout ça, parce qu'il faudrait aller enquêter dans tous les commissariats de Ouais. police et toutes les brigades de gendarmerie. Les récits qu'on peut avoir, les témoignages dont on dispose montrent que ça peut être très différent d'un endroit à Mm. l'autre. Alors après, tout dépend si on a envie de voir les progrès qui ont été faits ou ceux qui restent encore à faire. Voilà, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Soit effectivement on se dit c'est très lent et les femmes ou les plaignantes sont tellement encore mal reçues à certains endroits. D'abord, les lieux sont fermés, elles ne savent pas où aller. Elles sont reçues entre un vol à la roulotte et on ne sait pas trop quoi d'autre. Ou bien on considère que il y a de plus en plus de policiers qui sont formés, il y a de plus en plus, même s'il n'y en a pas assez de psychologues dans les commissariats, il y a de plus en plus de procédures un peu spécifiques réservées aux personnes qui viennent porter plainte pour violences sexuelles. C'est-à-dire on va faire l'effort de les prendre dans un bureau à part, on va leur consacrer un temps un peu spécifique. Mais franchement, il faudrait mener une recherche maintenant sur ce sujet. Mais là où tu as raison, c'est que c'est fondamental, parce que pour des victimes, c'est la porte d'entrée et c'est la première étape de l'entrée dans la chaîne pénale. Donc, il est évident que c'est là qu'il faut soigner l'accueil, entre guillemets, des victimes, parce que ça peut être déterminant pour la suite de la procédure. Et là encore, il est fort possible qu'un certain nombre de personnes renoncent à porter plainte et à aller chercher la justice d'une certaine façon, parce qu'elles ne veulent pas mettre les pieds dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Mais franchement, je pense que les expériences sont encore très différentes d'un endroit à un autre. Il va nous falloir là un peu de temps pour pouvoir avoir des idées un peu générales quoi, sur tout ça. Voilà. Et du coup, ce que je sens dans ton discours, c'est aussi que la justice pénale, en fait, la vocation n'est pas la réparation, et deux, elle est peut-être pas suffisante. Et quand on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui considèrent, même quand c'est allé jusqu'au bout, que ça n'a pas été suffisant, qu'il y a eu des manques, etc. Donc, on sent que ça pourrait être mieux, mais on sent aussi que pour l'instant c'est insuffisant. Et est-ce que il y a d'autres pans en fait de la société sur lesquels on pourrait agir pour accompagner ces victimes? Oui, oui, je pense. Il y en a plein d'autres. Je pense que une des premières choses à faire, en tout cas sur le plan de la recherche, c'est d'abord de savoir ce que veulent les victimes. Ça fait des années que je dis, moi je ne sais pas, je ne saurais pas dire en tout cas, ce que les victimes, en plus c'est un peu idiot de dire les victimes des violences sexuelles, au fond qu'est-ce qu'elles veulent? Je pense qu'il y a tous les cas de figure. Il y a des plaignantes ou des plaignants, des victimes qui ne veulent pas porter plainte et n'ont rien à avoir à faire avec la justice, peut-être pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais même si la justice s'améliorait, qui ne veulent pas forcément envoyer l'auteur en prison. Il y en a qui ne veulent absolument pas en parler, il y en a qui veulent tourner la page. Enfin, à chaque fois moi, que je me pose la question et que je regarde par rapport aux travaux que je mène et par rapport aux travaux de mes collègues, ce qu'on sait, au fond, la connaissance qu'on en a, il y a énormément de cas de figure et ce serait intéressant un jour de mener une recherche un peu d'envergure approfondie sur ce sujet pour savoir, mais au fond, que veulent les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles? Je n'ai pas la réponse à cette question, ça c'est le premier point. Le deuxième, j'ai moi la conviction, en particulier pour des violences sexuelles qui ne sont pas des violences uniques, mais qui sont des violences sexuelles répétées ou qui pourraient être répétées, que les victimes veulent d'abord que ça s'arrête. Et pour ça, ce qu'il faut mettre en œuvre de façon massive, c'est la protection des victimes. Et là, franchement, on n'est encore pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout. Parce que dans la majorité des cas, on l'a dit, les violences sexuelles sont commises dans un cercle de proximité relationnelle et Voire affective. familiale. Famille, cercle d'amis, voisinage, lieu professionnel, quartier. Ça veut dire que dans la majorité des cas, les auteurs et les victimes se connaissent. Donc, on peut supposer que la probabilité qu'elles se revoient après les faits est d'autant plus importante. Qu'est-ce que le fait d'aller porter plainte va changer à cela? Voire même,
la plainte, le fait d'avoir déposé plainte peut être un risque supplémentaire. L'exemple le plus typique, c'est bien évidemment les violences sexuelles conjugales ou les violences sexuelles intrafamiliales. Comment peut-on porter plainte et s'entendre dire, parce que la justice n'a pas d'autre moyen, vous allez rentrer chez vous en attendant que. En attendant que quoi? Donc là où on a effectivement un énorme effort à faire, c'est la protection des victimes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a à proposer à une personne qui vient ou qui a été victime d'une violence sexuelle, en plus ou à côté du fait de porter plainte? Et là, je pense qu'on est très mauvais. On est encore très mauvais. Et ça a souvent tendance à m'irriter parce que c'est facile de dire créons des lois, pénalisons, construisons des prisons, il y en a déjà beaucoup, ouvrons des places en prison, ils sont déjà en surpopulation, créons des tribunaux. Est-ce que c'est ça que veulent les victimes? En revanche, en matière de protection, on a une ordonnance de protection depuis 2010 qui commence, semble-t-il, à être utilisée un petit peu plus. On a mis en place un certain nombre de choses, téléphone grave danger, éloignement du conjoint violent, bracelet Mais électronique. apparemment, c'est très peu utilisé. Mais c'est très peu utilisé parce qu'en fait, moi j'ai fait la démarche, parce que vous pouvez remplir une requête en ligne, par exemple, si vous demandez une ordonnance de protection. C'est un bon test à faire. Donc vous saisissez tout un ensemble de choses. C'est une sorte de pré-plainte au fond. Et à la fin de cette requête, à l'issue de laquelle on peut ou pas vous accorder une ordonnance de protection, on vous dit, avez-vous des justificatifs à nous fournir? Plainte, main courante, témoignage. Donc au fond, on est exactement dans le même système que la justice pénale. On replace exactement. C'est-à-dire qu'on va à nouveau demander à la personne qui dit avoir été victime de telle ou telle chose, prouvez-nous que vous avez été victime de telle ou telle chose. Et dans la majorité des cas, elle n'a pas. Ou alors, elle a déjà déposé 15 mains courantes et elle a 150 témoignages, et parfait. Mais dans la majorité des cas, elle n'a pas. Donc, il y a vraiment un vide, là, il y a un creux énorme, je crois, énorme, qui est, avant de vouloir absolument pénaliser, ou en parallèle, je ne sais pas, avant de vouloir absolument envoyer l'auteur en prison. Ça, c'est la société, ça c'est le ministère public contre la société, c'est la dimension pénale, c'est le champ infractionnel, ok. Il y a une personne qui est victime, qui veut que ça s'arrête et qui ne veut pas que ça recommence, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et là, on est, franchement, c'est zéro. J'ai toujours en mémoire quelque chose qui m'avait profondément marqué, et je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé, c'est le témoignage, le double témoignage d'Alexandra Lange et Jacqueline Sauvage, qui sont, Sarah, si tu t'en souviens, deux femmes qui ont tué leur mari, l'une d'un coup de couteau, l'autre d'un coup de fusil, peu importe. Mari qui était un véritable tyran et qui les a tyrannisées, l'une pendant une vingtaine d'années, l'autre pendant presque 50 ans. L'une donc elles ont été accusées, jugées, l'une a été acquittée au nom de la légitime défense, Alexandra Lange, et Jacqueline Sauvage a écopé d'une peine de 10 ans de prison finalement. Elle sera graciée par François Hollande, par le président Hollande. Et toutes les deux ont écrit un livre. On est dans des cas un peu particuliers qui sont des victimes auteurs d'une certaine façon, hein. Deux femmes qui ont fini par tuer celui qui les a tyrannisées, maltraitées, violentées, l'horreur absolue pendant des années. Et Jacqueline Sauvage donc, a écrit un livre qui mérite d'être relu aujourd'hui. Il date de quoi? Je dirais d'une dizaine d'années à peu près, dans lequel, 47 ans je crois, elle est restée avec son mari, donc tout type de violence bien évidemment. Et elle dit que plusieurs fois elle est partie, elle a essayé de partir. Elle prenait les clés de la voiture et elle a cette phrase terrible. Elle dit, le problème, c'est que je ne savais pas où aller. Ça veut donc dire qu'on n'a jamais créé autant de lois, on n'a jamais autant incité à pénaliser, on n'a jamais autant pénalisé d'ailleurs en plus, sauf que on est encore dans une société où une femme qui subit des violences pendant 47 ans, au moment où elle est dans sa voiture et elle peut se sauver, dit, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Et c'est un je ne sais pas, sans doute matériel, symbolique, comme si elle n'avait pas les ressources individuelles et collectives. Mais parce qu'à ce stade-là, les ressources, je pense qu'on ne les a pas. Et c'est ça qui est aussi problématique. On est bien d'accord. À ce stade-là, il faut aussi qu'on nous tende la main. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans un commissariat de police, ils ne sont pas ouverts tous 24/24. Si c'est un petit commissariat de quartier, etc. On ne peut pas héberger. On peut pas. De toute façon, le commissaire, le PJ ou l'agent qui est là, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, ils sont où ces lieux où l'on peut, quand on sonne à la porte, être protégé de quelqu'un dont on sait que si on y retourne, il va nous fracasser? Ça n'existe pas. Alors, il doit y avoir, je ne sais pas trop, on va être optimiste, quelques milliers de places d'hébergement
Aujourd'hui, pour les femmes victimes de violences conjugales, je ne suis pas sûre qu'on arrive à 5000, hein, franchement, il Ouais. faudrait les compter Et à il y a l'échelle. combien de femmes à peu près On est sur plusieurs centaines Oui, de voilà. milliers quand même. Donc voilà. Donc, Voilà. On est à un ratio de 1%. voilà, on est à un ratio ridicule. Donc moi, je trouve ça fou. Et là, pour le coup, ça a de quoi nous mettre en colère et ça devrait nous mettre en colère que, encore une fois, c'est bien beau de vouloir créer des lois et de vouloir pénaliser, mais flûte, c'est peut-être pas la priorité. Au fond, on a tout ce qu'il faut en termes de loi, de mon point de vue, d'un point de vue pénal. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut rajouter en termes de loi. On a repoussé les délais de prescription. Enfin, je veux dire, on s'est doté d'un appareil pénal en matière de violence sexuelle qui est quand même relativement costaud. Manifestement, ça ne marche pas. Du moins, si on entend par là que cet appareil pénal sert à aller jusqu'à la peine et la prison. Ça ne fonctionne pas. Donc, il va bien falloir qu'on trouve autre chose. Et parmi cette autre chose, moi, je pense que la priorité, c'est la protection aux victimes. Protection matérielle, protection sociale, protection financière, protection psychologique, protection médicale, pour que des femmes, en l'occurrence, ça peut être des hommes aussi, pourquoi pas, et des enfants, a fortiori bien évidemment des mineurs, lorsqu'ils veulent pouvoir se soustraire à celle ou celui qui les violente, puissent trouver des lieux de véritable accueil, d'hébergement et d'accompagnement. Et pour l'instant, ça n'existe pas suffisamment. Pour finir sur une note positive, Ouais. est-ce que en tant que chercheuse, tu as pu voir dans certains pays hors France des solutions qui pourraient potentiellement être appliquées, des idées dont on pourrait se saisir justement pour mieux protéger les victimes? Alors, pas forcément hors France, mais outre la question de la protection, il y a tout le chantier qui est en train de s'ouvrir ou de se rouvrir d'ailleurs, qui est celui de la justice restaurative et réparatrice, très clairement. Alors, ça a été, comment dirais-je, maintenant tout le monde en parle un petit peu grâce au film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. En réalité, c'est déjà ancien, hein, Oui. ça date au moins des années 1950, 1960, il y a toute une tradition. Moi, je pense que c'est un vrai chantier. Un vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, rapidement? ouais, la justice qu'on appelle restaurative, restauratrice, réparative, réparatrice, elle a plusieurs noms comme ça, un peu mobiles, un peu volatiles, va viser à réparer la victime. Elle ne s'occupe pas de la personne de l'auteur. Elle peut, dans certaines formes de médiation. Mais l'objectif, c'est véritablement d'accompagner, de prendre en charge, sous des formes très différentes et très variées d'ailleurs, des personnes qui ont été victimes de différentes violences. Ça peut être des atteintes contre les biens, c'est en général plus quand même des violences contre elles-mêmes, contre la personne, au fond pour qu'elle sorte de son statut de victime ou qu'elle sorte de la victimisation qui l'empêche de vivre. La justice réparatrice, elle a véritablement vocation à faire en sorte que la victime qui a subi quelque chose d'extrêmement violent et qui, par cette violence, est isolée, a rompu lien, a perdu confiance en elle, ne peut plus entrer en relation avec autrui, a une vie extrêmement étiolée, diminuée, voire un véritable Tchernobyl, si on me passe l'expression, puisse, grâce à un travail d'accompagnement psychologique, social, matériel, un peu tous azimuts comme ça, éducatif, puisse, au fond, on a presque envie de dire, se réinsérer dans la vie ordinaire. Ouais, mais c'est Il un y a peu quelque chose ça. ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la réinsertion. Alors, ça peut aussi passer par des processus de médiation. Là, ce sera plus une justice médiatrice, comme on l'appelle, entre les auteurs et les victimes, comme on en connaît, comme le raconte le film de Jeanne Herry, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. Voilà, allons chercher. Alors, ça n'a pas forcément vocation à remplacer la justice pénale. Ce sont deux choses en fait radicalement différentes. Mais ça me semble être un chantier d'avenir tout à fait intéressant. Et par ailleurs, ce serait bien, pour répondre à ta question, que ce soit hors France ou en France, de rassembler des micro-expériences qui se font à gauche, à droite. Il y a des commissariats de police dans lesquels l'accueil des victimes est vraiment très, très bien fait. Voilà, pour finir sur une note positive. Il y a des psychologues ou des travailleurs sociaux qui ont su déployer, mettre en œuvre une façon d'accueillir des plaignantes ou des plaignants. Il y a des associations de victimes qui font un travail tout de même extraordinaire. Effectivement, si on veut finir sur une note positive, ce serait bien intéressant de faire une sorte de collecte comme ça des différents éléments qui montrent quand même que, même si ça va être long, même si c'est loin d'être terminé, même s'il y a encore nécessité à se battre, on chemine, voilà, on chemine doucement. À mon avis, il va falloir plusieurs générations, hein, donc c'est pas demain. Mais on a pris un chemin, voilà.
il faut continuer la vigilance, le combat pour que surtout on ne recule pas sur ce chemin. Merci beaucoup, Véronique. Merci Sarah.